afternoon. Bonjour à tous. Je déclare la séance ouverte. Bienvenue à la rencontre numéro 17 du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration de la Chambre des communes. Avant de passer aux commentaires généraux et avant de vous présenter nos témoins, j'aimerais vous faire part d'une lettre qui a été partagée avec les membres du comité. C'est une lettre qui a été envoyée par le sous-ministre Coutard. Je vais vous lire quelques phrases car je pense qu'il est important que l'on en parle. Il a dit qu'il est inquiet quant à la santé et sécurité des fonctionnaires qui viennent comparaître en comité. Il a dit qu'un récent participant a fait face à énormément de harcèlement de la part du public et a reçu même des messages hostiles et dangereux de la part sur son adresse courriel. Il a dit qu'une source de ce harcèlement, justement, venait de petites vidéos décontextualisées qui ont été utilisées et postées sur des comptes de personnel parlementaire et peut-être députés. Et il a peur que les menaces du public continueront à perturber les fonctionnaires qui viennent comparaître. Je vous lis tout cela parce que tout le monde devrait être concerné par cela et il est important de faire attention à la manière dont nous utilisons les informations qui découlent de ce comité en ligne, comment on interprète ces informations aussi. Je vous vois, Madame Rempel-Garner, un instant, s'il vous plaît. On ne veut pas que les témoins qui viennent comparaître du ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté d'avoir l'impression qu'en fait, cela posera un risque à leur sécurité. Et on ne voudrait pas que leur comparution puisse menacer leur sécurité. Est-ce que vous avez un rappel au règlement? Oui. Puisque vous avez parlé de cette lettre, j'aimerais que l'on en parle en aparté, s'il vous plaît. Mais bon, vous l'avez dit en public, donc moi j'aimerais faire une déclaration, une réponse de la part des conservateurs. J'aurais préféré qu'on fasse tout cela en privé, mais bon, comme vous avez rendu ces commentaires publics, eh bien je vais vous faire part de la réponse. Je vous écris par rapport à une lettre que votre sous-ministre a envoyée au comité de l'immigration et de la citoyenneté. Dans votre lettre, le sous-ministre fait une accusation un peu perturbante. Premièrement, il dit que du feedback négatif a été reçu par un de ses collègues après avoir comparu en comité. Et apparemment, c'était la faute des membres du comité. Deuxièmement, il a dit que cette comparution publique ne devrait pas être partagée. Mais je vous envoie que votre fonctionnaire le plus haut placé a envoyé une lettre au comité sans que vous le sachiez. Et si vous ne le saviez pas, et si vous n'avez pas validé la lettre, eh bien, je vous suggère une action disciplinaire. Mais si vous avez signé la lettre, eh bien, voilà ce que j'ai à vous dire. Si vos fonctionnaires ont peur ou ont fait face à des actes criminels, eh bien, je leur conseille de porter plainte. Personne ne devrait faire face à des violences criminelles. J'ai d'ailleurs moi-même fait face à du harcèlement parce que j'ai essayé de responsabiliser le gouvernement. Compte tenu de l'insistance de votre ministère, si vos fonctionnaires ont l'impression que les accusations ressemblent à de la criminalité, ils ne devraient pas avoir de problème à apporter ces accusations à la police. J'aimerais aussi également noter que récemment, c'est un député libéral qui a lancé la danse sur le harcèlement. Mais bon, là, je m'égare. Deuxièmement, si l'on se fonde sur les informations limitées contenues dans cette lettre et le fait qu'il n'a pas fait rapport de cela aux autorités, j'imagine que le harcèlement n'a pas atteint le seuil de la criminalité. Donc, peut-être que ce fonctionnaire était tout simplement frustré par le contenu de la rencontre.
votre gouvernement a transformé le système de l'immigration en un chaos total. Vous avez abusé le système de demande d'asile. Vous n'avez pas vraiment songé à l'argent du contribuable. Il y a eu des suppressions d'emplois par la suite. Et donc, je ne voudrais pas devoir comparaître, oui, en comité si je devais défendre les actions du gouvernement aussi. C'est vrai que j'ai de l'empathie pour ces fonctionnaires, mais si vous voulez que ces fonctionnaires vous soutiennent, eh bien, vous devriez mettre en place de meilleures politiques. C'est vous qui êtes responsable en bout de ligne. Nous ne serons pas censurés. C'est le travail des membres du gouvernement de vous tenir responsable pour vos actions, à savoir, nous devons leur poser des questions quant à l'argent dépensé, l'argent du contribuable. Et c'est le droit du public aussi. Ça fait partie de notre démocratie. C'est le cœur de notre démocratie. Vous avez en fait demandé à votre sous-ministre de censurer les parlementaires et donc vous devez mieux faire. Nous n'allons pas accepter toutes sortes de censures et nous n'allons pas laisser votre gouvernement à continuer à abuser le système de l'immigration. Nous devons donc nous tenir responsables, proposer des meilleures politiques et faire en sorte que vous faites les bonnes choses. Quatrièmement, vos fonctionnaires ont déjà par le passé présenté des renseignements qui sont flous. Et donc, j'ai atteint ma limite face à ces témoignages incertains, flous. Et donc, nous devons, bien évidemment, passer au peigne fin les décisions de votre gouvernement. J'imagine que vous voulez cacher des informations aux Canadiens. Ça vous rend la tâche plus facile. Vous avez même empêché la production de documents à la Chambre. Il y a eu de l'obstruction en comité et récemment, j'ai découvert que votre ministère a même dirigé les fonctionnaires, leur a conseillé comment éviter nos questions. Donc, je suis extrêmement sceptique face à cette lettre. J'ai beaucoup d'exemples où vos fonctionnaires ont donné des réponses floues. On a dû faire énormément de suivi. Et d'ailleurs, un fonctionnaire a admis qu'il n'avait pas complété le travail des services frontaliers. Je pourrais aussi citer énormément de parties d'un rapport. En fait, je vais vous dire autre chose. Depuis 2015 à aujourd'hui, le nombre du personnel, en fait, le nombre de personnel a doublé, alors que les temps d'attente augmentent également. C'est complètement fou. Les résultats sont pires. C'est la faute de votre Premier ministre qui a nommé beaucoup de ministres complètement incapables de mener la barque ces dernières années. Donc, pour conclure, je ne serai pas mise sous silence. Ce sera de même pour les députés de mon parti. Et vous, Madame la Ministre, vous devez faire mieux. Merci. Monsieur Fragiskatos, maintenant. Merci, Madame la Présidente. Bon, chers collègues, nous savons que la présence de la ministre et des fonctionnaires est fondamentale. Elle est essentielle au bon fonctionnement du Parlement. Donc, je pense que la lettre que l'on a reçue a été écrite de bonne foi. C'était pour faire avancer les travaux du comité, tout simplement. Sur ce, Madame la Présidente, j'aimerais que l'on puisse reprendre et peut-être entamer notre rencontre. Merci, Monsieur Fragiskatos. Donc, je vais passer maintenant aux commentaires généraux et je vais présenter nos témoins. Bon, il est toujours bon de faire quelques rappels, des rappels qui s'adressent aux témoins et aux députés. Donc, nous avons 2 heures aujourd'hui avec la ministre. Je vais être très stricte sur le temps aujourd'hui.
Il y aura donc des discours d'ouverture qui dureront 5 minutes, après quoi, enfin, je vous dirai lorsqu'il vous restera 1 minute. Attendez que je vous nomme avant de prendre la parole. Je vous rappelle, s'il vous plaît, de ne pas vous couper la parole. Ça rend la tâche difficile aux interprètes. Adressez tous vos commentaires à la présidence. Si vous souhaitez prendre la parole, levez la main et le greffier et moi-même allons organiser donc l'ordre de parole. Conformément à l'article 81.5 du règlement et de la motion adoptée le 18 novembre 2025, le comité commence son étude du budget supplémentaire des dépenses B 2025-2026, crédits 1B et 10B, sous la rubrique Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. Et conformément à l'article 108.2 du règlement et de la motion adoptée le 18 novembre 2025, le comité commence sa séance d'information concernant le plan des niveaux d'immigration 2026-2028. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à nos témoins. Des nôtres aujourd'hui, l'honorable Lena Metlej-Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, Harpreet Kochlar, sous-ministre, Emmanuel Do-Bonin, sous-ministre adjointe principale par intérim, politique stratégique, So-Young Park, sous-ministre adjointe, programme économique, Jean-Marc Gionnet, sous-ministre adjoint par intérim, secteur des programmes de protection de la famille, et Nathalie Manceau, dirigeante principale des finances. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. À la fin, nous allons donc allouer un petit peu de temps pour faire rapport du budget supplémentaire des dépenses B à la Chambre. Mais sur ce, je vais donc vous céder la parole pendant 5 minutes et après quoi nous passerons à nos questions. Merci Madame la Présidente. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler des plans d'immigration et le budget supplémentaire des dépenses B. Notre plan des niveaux d'immigration est un plan qui rétablit le contrôle, ramène l'immigration à des niveaux viables et s'harmonise avec la capacité de croissance du Canada. Les Canadiens ont indiqué clairement que le fait d'accueillir de nouveaux arrivants et de célébrer la diversité faisait partie de l'identité de notre pays. Ils ont toutefois besoin aussi d'un système d'immigration qui renforce l'économie, respecte les capacités locales et protège les personnes accueillies. Et plus particulièrement du nombre de résidents temporaires, à exercer une pression sur le logement, les services et les systèmes dont dépendent les collectivités. Notre plan ramène l'immigration à des niveaux durables et prévisibles. Il se concentre sur les domaines dans lesquels les nouveaux arrivants font une grande différence, les emplois essentiels, les secteurs clés et les communautés fortes et résilientes. Au cours des 3 prochaines années, les admissions de résidents permanents se stabiliseront à 380 000 par an. Ainsi, nous serons sur la bonne voie pour maintenir les admissions de résidents permanents en deçà de 1% de la population canadienne au-delà de 2027. Près de 2 nouveaux arrivants sur 3 viendront s'établir chez nous dans le cadre de programmes d'immigration économique qui ciblent les emplois essentiels et répondent aux besoins réels du marché du travail dans les collectivités de tout le pays. En 2026, le nombre d'arrivées de résidents temporaires diminuera à 385 000 résidents, dont 230 000 travailleurs temporaires et 155 000 étudiants étrangers. Ce nombre fera l'objet de nouvelles réductions au cours des 2 années suivantes. Cette mesure s'inscrit dans notre engagement à ramener la population temporaire du Canada en deçà de 5% de la population totale d'ici la fin de 2027 et permet une croissance durable pour tous ceux qui vivent au pays et y viennent. Maintiendront les engagements humanitaires du Canada en accueillant l'an prochain près de 50 000 réfugiés et personnes protégées. Nous réaffirmons également notre engagement à l'égard de l'immigration francophone hors Québec. En 2026, 9% de résidents permanents seront francophones, ce qui nous placera en bonne position pour l'atteinte d'un taux de 12% en 2029. Nous lançons une initiative ponctuelle visant à assurer la transition d'environ 115 000 personnes protégées
qui vivent déjà ici et qui sont reconnus comme ayant besoin de la protection du Canada, afin d'accélérer leur pleine intégration dans la société canadienne et de leur offrir une voie d'accès claire à la citoyenneté. Afin de retenir les travailleurs essentiels, nous accorderons également la priorité à la transition vers la résidence permanente de 33 000 travailleurs temporaires qui vivent et travaillent déjà chez nous. Des médecins, infirmières, travailleurs de construction et d'autres personnes dont nos collectivités dépendent chaque jour. Notre nouvelle stratégie d'attraction de talents étrangers aidera les employeurs à recruter rapidement des travailleurs hautement qualifiés dans des secteurs clés comme les soins de la santé, la construction, les technologies propres et l'intelligence artificielle, ce qui renforcera le caractère concurrentiel du Canada et fera de notre pays une destination de choix pour les talents internationaux. Grâce à un taux d'admission de résidents permanents inférieur à 1% et à une diminution de la population de résidents temporaires à moins de 5% de la population totale du pays d'ici la fin 2027, nous réharmoniserons les niveaux d'immigration avec les capacités du Canada. Ces mesures renforcent notre économie, protègent notre capacité d'accueil et rétablissent la confiance dans le système. C'est un plan qui favorise autant les nouveaux arrivants et les Canadiens. Merci. Nous sommes là jusqu'à 17h30. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Nous allons donc passer à notre premier tour de questions, un tour de 6 minutes. Monsieur Redekop, vous êtes le premier, allez-y. Merci Madame la Présidente, merci à tous d'être là. Alors j'aimerais parler de l'incident inquiétant qui a eu lieu dans un bureau pour les passeports avec la personne qui venait d'Israël. Justement, apparemment, on a dit à une femme de ne pas mettre Israël sur son application en tant que pays d'origine. Alors, réponse oui, IRCC a répondu à plusieurs requêtes de la part des médias. Israël est un pays et quelconque personne née en Israël peut l'inscrire sur son passeport. D'accord. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner le document de la politique de Passeport Canada qui est nommé par la personne? Je n'ai pas ces formulaires moi-même, mais je sais que cette situation existe puisque plusieurs questions ont été posées et ESDC va être impliqué. Donc, la ministre, vous êtes la ministre responsable des passeports. Est-ce que vous condamnez le comportement de cet agent? Réponse, écoutez, Israël est un pays et aucun changement quant à ses politiques. Est-ce que vous condamnez l'agent? Je ne vous comprends pas le mot « condamner ». Alors, je vais vous le dire autrement. Vous avez votre sous-ministre à vos côtés. Est-ce que vous lui recommandez de renvoyer ses employés, peut-être? Réponse, ils ne sont pas nos employés. Alors, ne devriez pas parler à vos associés alors pour les renvoyer? Réponse, le ministre responsable pour ce portefeuille devrait parler à son personnel. Est-ce que vous en avez parlé avec ce ministre? Eh bien, lorsque on a essayé de comprendre, en fait, que cela a eu lieu, on a essayé de comprendre quelle était la relation entre ESDC et IRCC. Est-ce que Jérusalem est considérée comme étant une ville à part entière? Réponse, écoutez, les gens fait partie de l'État d'Israël. Si vous mettez Jérusalem, est-ce que ça veut dire Israël? Écoutez, vous inscrivez le pays dans lequel vous êtes né, tout simplement. Vous avez dit qu'il y avait une initiative pour recalibrer l'immigration. Il y avait des chiffres pour les résidents temporaires et les résidents permanents. Est-ce qu'il s'agit ici de la considération d'ordre humanitaire? Si vous me permettez, les personnes protégées, cette catégorie, je veux l'expliquer. Non, je ne veux pas cela. Votre question n'est pas claire. J'avais l'impression que vous ne compreniez pas la différence. Est-ce que vous pouvez poser la question à nouveau? Vous n'avez pas mis dans le plan
Vous avez juste dit qu'on va ajouter 15 000 autres personnes en termes de cible. Donc, je me demande comment est-ce que cela va être inclus. Ce nombre est ajouté au plan. Alors, comment seront-ils représentés dans le plan, ces 115 000 personnes? Donc, on constate que c'est un chiffre qui sera ajouté au plan. Donc, vous avez dit qu'ils sont dans le budget, mais que c'est ajouté au budget. Ils sont ajoutés au niveau d'immigration dans le plan. Donc, vous aviez dit qu'il y aura 395 000. Donc, ils ne font pas partie de ce nombre-là. Les documents sont clairs et c'est assez transparent. Les chiffres sont là pour les 2 prochaines années. Ce sont les initiatives qu'on va mettre en place. Je suis d'accord que c'est transparent. Parce que vous parlez de 385 000 personnes, mais après vous dites qu'on va encore ajouter un certain nombre de personnes. Donc, moi, je ne trouve pas qu'il y a de la transparence. Les personnes protégées au Canada travaillent au Canada depuis des années, ils payent leurs taxes et ils sont logés, ils ont des logements et c'est une façon de les inclure rapidement dans le processus de résidence permanente. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez utilisé la politique C12 pour masquer cette approche? Ça n'a rien à voir avec ces personnes. Ces personnes peuvent déjà vivre au Canada. Comment est-ce qu'elles ont le droit de vivre au Canada? Comment est-ce qu'on va faire le suivi d'autant de demandes en même temps, alors que pendant de nombreuses années, ce n'a pas été le cas et donc subitement, 115 000 dossiers vont être traités? Ça va être traité dans le cadre des ressources existantes. Le gouvernement travaille déjà à regarder cela de près. On travaille déjà sur cette question. Donc, subitement, vous allez être plus efficace et traiter les demandes rapidement. Nous sommes toujours très efficaces dans notre travail. Concernant, vous avez établi un programme pour les survivants en Irak. Et il m'a été dit que les personnes qui ont soumis il y a 2 ans sont contactées juste maintenant. Combien de personnes sont arrivées au Canada dans le cadre de ce programme? Mes collègues vont pouvoir fournir l'information. Est-ce que vous pourriez juste nous donner le rapport concernant le programme, le nombre de personnes qui sont dans le cadre de ce programme? Je pense que je n'ai plus de temps. Donc, vous allez pouvoir répondre par la suite. Je vous en prie, veuillez fournir le rapport en question. Nous allons vous donner les informations dans la prochaine session de questions. 6 minutes pour M. Sodi. Pour Mme Sodi. Madame la ministre, si vous pourriez parler près du micro, ce serait bien. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la ministre et tous les fonctionnaires pour votre présence. Madame la ministre, je voudrais que vous puissiez parler un peu des personnes protégées et du plan pour les prendre en charge. Est-ce que vous vouliez expliquer cela à M. Redekup? Est-ce que vous pourriez aller plus en détail sur ce point? Oui. Je vais commencer par définir ce que c'est que les personnes protégées et ce qu'on entend dans le cas de ces catégories. Je vais lire pour cela. Ce n'est pas une catégorie habituelle et la plupart ne comprennent pas souvent de quoi il s'agit. Les personnes protégées ont un statut reconnu au Canada et ils peuvent résider dans le pays. Le gouvernement va mettre en place une initiative pour faciliter leur transition, la transition de 115 000 personnes protégées au Canada qui sont déjà dans le processus de résidence permanente au Canada et ce sera dans les 2 prochaines années. Donc, nous sommes très transparents dans l'approche. L'information est là, est disponible et il est important de donner la résidence permanente à ces personnes au cours des 2 prochaines années. Il y a toute une procédure et ça va nous permettre de respecter nos obligations sur le plan international à l'échelle humanitaire.
nous devons reconnaître aussi le fait que la grande majorité de ces personnes ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine et ils ont vraiment besoin de la protection du Canada. Ils ont leur statut permanent qui est déjà reconnu et ça va simplement... L'approche va accélérer leur intégration dans la société canadienne et leur donner accès à la citoyenneté. Ces chiffres sont... Ces admissions sont en plus des admissions pour la résidence permanente. Il s'agit de personnes qui sont ici, qui sont venues au Canada depuis plusieurs années, qui ont reçu un statut par le système de réfugiés. Ils ont le droit de rester au Canada et ils sont ici pour rester. Ils travaillent, ils contribuent à la société canadienne, ils payent des taxes et ils vivent ici. Donc, ils ne prennent pas des logements parce qu'ils vivent déjà ici. Donc, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de personnes protégées. Merci pour votre précision. Concernant les niveaux d'immigration, vous pouvez répondre ou alors votre sous-ministre. Le ministère a parlé de la restauration de la stabilité du système. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi cela va ressembler? Quels sont les indicateurs qui vont être pris en charge dans ce processus? Et qu'est-ce que les Canadiens peuvent espérer en termes d'impact dans leur vie au quotidien? Très bonne question. Ce sont des questions importantes. Et je pense que c'est un sujet d'actualité. Le niveau d'immigration va permettre d'avoir une approche équilibrée pour répondre aux besoins du marché et aussi soutenir la main-d'œuvre canadienne. Et on va en même temps s'assurer que la cible reflète les besoins, notamment dans des secteurs comme la santé. On va travailler avec les provinces et les territoires. Nous avons travaillé avec les territoires sur les 6 derniers mois pour savoir s'ils pouvaient absorber la capacité. Donc, l'immigration vient en complément de la main-d'œuvre et au Canada, dans différents secteurs, l'agriculture et autres, qui ne peuvent pas être comblés par les Canadiens eux-mêmes en ce moment. Le Canada est une destination de choix pour les personnes et nous voulons que ça demeure ainsi. Merci. Est-ce que vous pourrez nous dire comment est-ce que votre approche dans la consultation des parties prenantes pour ces niveaux d'immigration ont été faits? Qu'est-ce qui a été dit dans ces discussions et comment ces conversations vous ont aidé à établir ce plan? 1 minute. Il y avait des consultations à large échelle et il y a aussi des données que le ministère a obtenues. J'ai fait ma consultation en tant que ministre, le sous-ministre également et les directeurs aussi l'ont fait et aussi le secrétaire parlementaire a aussi fait une consultation. Et au-delà de cela, plus de 800 parties prenantes ont rempli une enquête et il y a eu des réponses qui ont été reçues. On a eu des discussions thématiques avec un ensemble de parties prenantes, y compris les municipalités, les économistes, les PME, les organisations francophones, les experts, pour attirer les talents internationaux. On a aussi consulté les populations autochtones, plus de 500 personnes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous allons passer la parole à Monsieur Bruno Duceppe pour 6 minutes. Ministre, content de vous avoir pendant 2 heures de temps. Madame la Ministre, si le Premier ministre du Canada vous demandait d'accélérer le traitement de demandes de citoyenneté avec pour seul objectif d'interférer dans un processus électoral, est-ce que vous accepteriez? Merci pour cette question. Alors,
Non, c'est pas compliqué, absolument non, je ne ferai pas ça, mais est-ce que si je peux clarifier aussi que en vertu de l'accord de Canada-Québec, le Québec fixe ses propres seuils annuels en matière d'immigration et aussi le Québec sélectionne ses immigrants permanents. Alors, quand le temps arrive pour ce genre d'entre le citoyenneté, on doit choisir ces gens. L'accord Canada-Québec, Madame la ministre, ça date de quelle année? 1900, c'est 30 ans. 1991. 1991? Oui, je sais. Hein? On est d'accord? Oui, c'est vrai. Pourtant, en 1995, on a su que M. Markey, l'ancien ministre de l'Immigration, avait accéléré les demandes de traitement de citoyenneté. Donc, quand vous me dites que c'est pas possible parce qu'il y a un accord entre le Canada et le Québec, pourtant, ça s'est fait en 95 alors que l'accord a été fait en 91. Donc, la clarification est erronée. Donc, vous me dites que vous ne le feriez pas. Donc, nécessairement, si quelqu'un l'a déjà fait dans le passé, ça serait une contravention à la loi électorale ou ça serait une contravention, ça serait quelque chose d'inacceptable. Si quelqu'un avait accepté les ordres d'un premier ministre d'accélérer les demandes de citoyenneté afin d'interférer dans un processus électoral, ça aurait été quelque chose d'épouvantable, selon vous, puisque vous venez de nous dire que vous ne le feriez pas. C'est ça? Alors, moi, je concentre sur maintenant et je me concentre de continuer à travailler pour que nos systèmes d'immigration soient durables, soient intègres, pour attirer le meilleur talent. C'est impossible pour moi de commenter au passé. Je n'étais pas là et je ne sais pas les détails, les facts. Alors, c'est pas pour moi d'être le juge. C'est pas pour moi d'être le défenseur, c'est pas pour moi d'être le prosécuteur. Alors, moi, je suis ici pour faire, mon job pour maintenant. D'accord. Mais c'est exactement pour ça que je vous pose la question, parce que si ça s'est fait dans le passé, nécessairement, ça peut se reproduire dans le futur. Et on ne veut absolument pas que ça se reproduise. Donc, si un ancien ministre libéral dit qu'un ancien premier ministre libéral a fait contrevenu à la loi électorale et en plus a utilisé les ressources du gouvernement fédéral et de l'appareil fédéral gouvernemental afin d'interférer dans un processus électoral, je comprends que vous dénoncez ça et que jamais vous feriez une telle chose. C'est juste ça la question. Vous me répondez oui. Alors, comme je dis, on travaille pour un système d'immigration qui est intègre, qui fonctionne, qui attire les plus grands talents. La question est simple. Vous ne feriez pas ça, vous, Madame la ministre? Exactement. Donc, si quelqu'un le fait, est-ce que vous n'êtes pas d'avis qu'il devrait venir s'expliquer en comité si quelqu'un a déjà fait quelque chose que vous ne feriez pas parce que vous trouvez ça inacceptable? Comme je vous dis en avant, c'est pas pour moi d'être le juge et le défendeur et le prosécuteur pour ces personnes. C'est pas mon rôle. Vous n'avez pas d'opinion, même si la personne a avoué qu'elle avait agi de la sorte? Vous n'avez aucune opinion? C'est pas un corps de justice ici. C'est pour les, non, mais vous avez le droit à votre opinion? Lois d'élection, etc. C'est pas pour moi. Je ne connais pas les détails que vous parlez de ça. C'est rassurant. Vous nous dites que les lois d'élection, c'est pas pour vous et vous êtes une ministre d'un gouvernement. Vous faites partie de l'exécutif du gouvernement et vous dites que pour vous, les lois d'élection, ça vous importe pas. Je vous dis qu'on va continuer de travailler pour le meilleur système du monde ici. Mais si votre ministère est utilisé afin d'interférer dans un processus électoral, ça ne vous dérange pas. C'est ce que je viens de comprendre, parce que vous dites que les lois d'élection, ça vous préoccupe pas. En tant que ministre, moi, je concentre au présent et à l'intégrité de notre système. Oui, mais moi aussi, je vous le demande. Très bien. OK, Merci. Parfait. Donc, les lois d'élection, ça ne vous intéresse pas. Dans une déclaration transmise à Radio-Canada mardi, votre cabinet a plaidé qu'Ottawa avait déjà assez fait pour le Québec parce qu'il y avait eu 1,5 milliard de dollars qui avaient été envoyés à Québec. Pourtant, là-dessus, c'est un agrégat
de dépenses qui ont été envoyées à Québec. Ça fait partie de l'entente Canada-Québec. Il y a plusieurs dossiers sur lesquels vous donnez de l'argent, entre autres la francisation, etc. Mais il n'y a rien pour les demandeurs d'asile comme tel. Et là, le ministre Roberge vous a envoyé une lettre en vous réclamant la somme de 733 millions de dollars. La question est simple. Est-ce que vous allez rembourser Québec? Alors, si vous voulez, on peut vous donner tous les chiffres que le Canada a envoyés à Québec. Ventilés par secteur. Ah oui, c'est possible, ça? Et par année. Non, mais le 1,5 milliard, est-ce que vous êtes capable de le ventiler par secteur? Vous n'avez pas juste fait un chef de 1,5 milliard de dollars. Vous avez envoyé différents montants d'argent qui sont cumulés puis qui font 1,5 milliard de dollars au total. Merci, Monsieur Brunel-Duceppe. Merci, Minister Diab. That is time. You can continue this on the next round. Vous pouvez continuer à la prochaine série de questions. La deuxième série, 5 minutes, avec Madame Rempel-Garner. Ministre, en fin septembre, il a été dit qu'il y avait près d'1 million de résidents temporaires qui avaient le visa expiré. Et hier, Statistique Canada a dit que 38% de non-citoyens. Est-ce que vous allez soutenir une modification pour que votre ministère n'utilise pas les pouvoirs de C12 pour masquer les visas temporaires? Merci pour la question. Vous avez soulevé cela par le passé et je sais que vous avez travaillé dur sur cette question. Et c'est une nouvelle question. Je vous prie de la poser à nouveau. Est-ce que vous allez soutenir un amendement pour que votre ministère ne puisse pas utiliser le pouvoir de C12 pour masquer ces résidences temporaires? J'ai utilisé une procédure dans la Chambre pour soulever cela. Donc, lorsque nous allons revenir en charge, on pourra travailler dessus. Vous êtes ici, donc est-ce que votre ministre va utiliser ces pouvoirs-là pour masquer ces résidences temporaires, oui ou non? Je dis que ce n'est pas l'objectif de ces modifications. L'exemple que je vais vous donner, c'est que pendant COVID, les travailleurs qui étaient présents n'avaient pas l'autorisation de quitter le pays. Ils travaillaient ici de manière temporaire. Donc, c'était un cas de figure où ils auraient pu continuer. Donc, vous voulez en fait masquer l'extension des visas temporaires. C'est tout à fait ce que vous avez dit. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas l'objectif de C12. Je considère que l'objectif de ces pouvoirs, sur la base de ce que vous avez dit, c'est de masquer les millions de visas temporaires qui sont déjà ici au pays. Je pense que C12 est différent. Et je pense que ce soit de l'extension ou pas, c'était des circonstances exceptionnelles et ce n'est pas quelque chose que nous voulons faire. Donc, il y a 3 millions de personnes qui sont sur des visas temporaires et vous dites que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça ne s'est jamais fait au Canada par le passé. Et vous m'avez dit que votre gouvernement n'avait pas l'intention de les faire quitter le pays. Donc, vous avez dit que pendant COVID, vous aurez aussi étendu les visas temporaires. Donc, est-ce que vous pouvez dire au comité si oui ou non vous allez utiliser ces pouvoirs pour étendre les visas temporaires, oui ou non? Je vais clarifier. Aucun ministère n'a ces pouvoirs, d'étendre ou pas. Ça va être envoyé au cabinet. Tout cela va être transparent. Ça ne va pas être fait. Attendez, soyons clairs. Il y a des salles d'urgence qui débordent. Nous sommes en situation de crise. Au Québec, on vous dit qu'ils ont besoin de plus de financement à cause de ce programme temporaire de résidents étrangers. Et là, vous nous dites que vous allez utiliser la partie numéro 7. Rappel au règlement. Rappel au règlement. Bon.
moi, je n'ai pas entendu la réponse. Enfin, je n'ai pas entendu la ministre prononcer ces mots. J'aimerais qu'on enregistre cela, dit M. Fragiskatos. J'ai un autre rappel au règlement. Bon. Peut-être que le collègue deviendra ministre dans quelques mois, mais pour l'instant, c'est à moi de poser les questions. Voilà. Ce n'est pas un rappel au règlement, dit la présidente. Peut-être que j'aurai cette même conversation avec lui dans quelques mois, dit Mme Rempel-Garner. Bon, je comprends que les libéraux veulent venir à votre rescousse et ils ne devraient pas vouloir le faire puisqu'il aura un travail en bout de compte. Donc, avez-vous pour plan de renvoyer ces résidents temporaires, ces travailleurs étrangers temporaires? Écoutez, lorsque vous posez des questions, chers députés, vous devriez avoir la décence d'entendre la réponse. Si vous n'aimez pas la réponse, oui, c'est vrai, je n'aime pas en fait ce que vous baragouinez. Peut-être que ajouter de la fatouche et du taboulé à votre salade, alors. C'est un peu bizarre ce que vous nous dites là. C'est très étrange. Non, ça fait partie de ma culture, dit la ministre. Bon, est-ce que vous allez vous assurer que votre gouvernement ne peut pas utiliser les pouvoirs de la partie 7 pour justement prolonger les visas en masse des résidents temporaires étrangers? Écoutez, on utilise la procédure qui est là. Moi, tout comme tout ministre, l'interprète signale que tout le monde parle en même temps. Merci, Madame Rempel-Garner. Le temps est écoulé. Nous allons maintenant passer à Madame Salma Zaïd. 5 minutes, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Merci à la ministre. Merci aux fonctionnaires d'être des nôtres aujourd'hui. Alors, ma première question s'adresse à la ministre. Je me suis entretenue avec les représentants de l'Association des étudiants palestiniens en risque. Ils ont dit que plus que 131 étudiants ou diplômés palestiniens qui avaient pu obtenir des bourses dans le secteur de l'IA notamment, en fait, font face à des délais prolongés pour obtenir leur permis d'études ici et même avoir accès ou pouvoir donner leurs données biométriques. Ils ont fait face à énormément de difficultés, de problèmes de sécurité à Gaza. Est-ce que vous allez les aider pour les faire venir au pays? Réponse. Merci pour la question. Je vais me référer à mes notes pour m'assurer que ce que je vous dis donc est clair et que je m'en tiens au fait. C'est d'ailleurs comme ça que je travaille. Je n'invente pas les choses. Alors, premièrement, le Canada continue à être très inquiet face à la situation au Moyen-Orient. Et nous avons de l'empathie pour ceux qui sont affectés. IRCC a mis en place des mesures pour qu'un endroit sûr et sécuritaire soit donné aux personnes persécutées. En plus des demandes qui vont être traitées, eh bien, les Palestiniens qui ont quitté Gaza le 7 octobre ont pu faire une demande grâce au programme d'IRCC. Et je vais vous donner certains faits clés et après je passerai aux étudiants. Le 9 janvier 2024, IRCC a mis en place des mesures pour donner un endroit sécuritaire aux Palestiniens affectés par la crise à Gaza. Des personnes qui ont des membres de leur famille qui sont citoyens ou qui sont résidents permanents au Canada, qui pourront les soutenir. Ensuite, ces demandes, donc, en fait, la date butoir, c'était en 2025. Donc, le traitement de ces demandes est en cours. La situation à Gaza a été compliquée et à cause de facteurs qui sont hors de contrôle du Canada. Ce n'est pas au Canada de décider qui peut sortir de Gaza. Ce n'est pas à IRCC non plus. Donc, lorsque les mesures spéciales ont été annoncées, eh bien, le Canada a mis en place un processus justement de sortie par le biais de l'Égypte pour que les données biométriques soient collectées. La fermeture de la frontière à Rafah a bien évidemment réduit les options de sortie de Gaza. Le Canada
a appris que la frontière à Rafah va réouvrir. Nous continuons à surveiller la situation et nous allons adopter notre approche en conséquent. Le Canada suit les développements liés à l'accord de paix de très près également. Maintenant, quant aux étudiants que vous avez mentionnés, nous comprenons que certains étudiants, y compris certains avec des lettres d'acceptation d'institutions canadiennes, ont fait face à des délais supplémentaires quant à leur demande et une demande à une école canadienne ne garantit pas l'entrée au Canada. Tous les étudiants internationaux doivent répondre aux critères d'admissibilité avant que leur permis ne leur soit octroyé. Madame la ministre, vous avez parlé du programme des Palestiniens qui ont des membres de la famille au Canada. Bon, ça a été annoncé à la fin 2023 et c'est avec beaucoup d'optimisme que cela a été reçu. Mais malheureusement, ce programme a connu peu de succès. Peu de personnes ont pu sortir de Gaza. Certains ont pu se rendre en Égypte, mais n'ont pas eu la permission de se rendre au Canada par la suite. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que fait votre ministère justement pour répondre à ces problèmes? Réponse. Bon, je suis d'accord avec vous. Nous continuons à travailler le plus dur possible avec Affaires mondiales, avec d'autres partenaires, des partenaires canadiens, mais aussi d'autres pays tels que Israël, la Jordanie, l'Égypte. Cette question, ce n'est pas un problème canadien. Si ça n'en est qu'au Canada, eh bien, ces gens seraient déjà là. Merci, Madame Zaïd. Maintenant, Monsieur Brunel-Duceppe, 2 minutes et demie. Madame la Présidente, Madame la Ministre, est-ce que vous reconnaissez que le Québec, que Montréal en particulier, reçoivent une proportion disproportionnée, je dirais, des demandeurs d'asile en regard à leur poids démographique au Canada? Oui, Oui. c'est vrai, Québec et Ontario. À ce Oui, moment-là, il y avait eu un gros show qui avait été fait par le ministre précédent, M. Miller, en juin 2024, en disant qu'il avait mis sur pied un comité pour la répartition des demandeurs d'asile avec des ministres d'immigration de différentes provinces à ses côtés. Qu'est-ce qui arrive avec ce comité-là? Ah, oui, quand j'étais nommée ministre, c'était un de mes brefs et j'ai parlé le mois de septembre, j'ai eu la réunion avec tous les PTs, les ministres de l'immigration, et on a parlé de ce sujet. Je peux vous dire que, par exemple, le Nouveau-Brunswick a pris beaucoup de réfugiés et le ministre de Nouveau-Brunswick a reporté que c'était une bonne chose qu'on ait fait parce que les gens sont intégrés bien à Nouveau-Brunswick. Madame la ministre, vous venez juste de me dire que le Québec et Montréal en particulier reçoivent une proportion disproportionnée des demandeurs d'asile au Canada. Je vous ai demandé ce qui se passait avec le comité, puis vous me parlez du Nouveau-Brunswick. Ce que j'ai l'impression, c'est que la dernière fois que le comité s'est rencontré, il n'y a pas eu de changement. Présentement, c'est le Québec puis l'Ontario, encore une fois, et cette conférence de presse-là a eu lieu au mois de juin 2024, et on est rendu en décembre 2025, et il n'y a toujours rien qui s'est passé en termes de répartition des demandeurs d'asile, alors que ça réglerait beaucoup de problèmes. Comment se fait-il que vous êtes inactive sur ce dossier-là, sur la répartition des demandeurs d'asile en fonction du poids démographique de chaque territoire qui compose la Fédération canadienne, Madame la ministre? 15 seconds. Est-ce que vous pouvez... Quickly, please. Je pourrais pas répondre Rapidement, 15 secondes. mais on peut vous revenir avec l'information pour ajouter à ce que la ministre a fourni. Thank you, Monsieur Brunel-Duceppe. Merci, Monsieur Brunel-Duceppe. Madame Michelle Rempel-Garner, 5 minutes, allez-y. Merci, Madame la Présidente. En décembre 2023, un non-citoyen est allé dans un hôtel ici au Canada pour
pour rencontrer une jeune femme de 15 ans pour des relations sexuelles. Après, il a pu rester au pays et même faire des achats pendant plusieurs fins de semaine. Pensez-vous que donc le critère d'admissibilité criminelle a pu donc protéger les Canadiens lors de cette situation? Réponse. Merci pour la question. Bon, je sais que vous pensez que les cours prennent leurs décisions de manière indépendante, mais en vertu de la loi de l'immigration, un non-citoyen qui a été accusé de crime violent, en fait, doit faire face à une déportation. D'accord, je vais vous arrêter là. Comme vous avez du mal à comprendre les questions aujourd'hui, en tant que ministre de l'Immigration, est-ce que vous êtes surprise? Parce que vous êtes responsable de la loi, donc la LIPR, et donc cet article fait partie de votre portefeuille. Ce gars-là a été reconnu coupable d'un crime sérieux. Ils ont utilisé donc une faille pour pouvoir faire baisser sa peine pour qu'il puisse rester au Canada. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bon, il n'y a pas de loi fédérale qui demande au juge de réduire les peines. Ça, c'est la vérité. Et moi, je vous parle de l'article 36. Ça fait partie de votre portefeuille, je vous le rappelle. Votre ministère, pensez-vous que cet article fonctionne, cette partie de la loi? Encore un exemple, un jeune de 24 ans a agressé sexuellement une jeune dans un club dans ma ville, à Calgary. Et encore une fois, la peine a été réduite. Donc, j'aimerais savoir si vous pensez que c'est un problème. Pensez-vous qu'on devrait changer les choses pour que les non-citoyens qui sont accusés, même reconnus coupables d'agression sexuelle, soient tout simplement déportés au lieu de rester au pays et peut-être récidiver? Bon, nous avons une loi qui nous permet de gérer. Quelle loi exactement? Quelle loi? Dites-moi, vous parlez de quelle loi? En fait, on ne doit pas venir... Vous parlez de quelle loi? Vous le savez ou pas? Oui, non, ça ne va pas venir effacer la peine. Je pense que vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est triste. Là, on parle de non-citoyens qui ont été reconnus coupables de crimes sérieux qui sont autorisés à rester au pays. On a proposé un amendement au projet de loi C12 qui aurait pu corriger justement ce problème. Et j'ai d'ailleurs fait le travail à votre place. Et peut-être que Peter fera votre travail dans quelques mois. Rappel au règlement. Monsieur Fragiscatos, bon, j'aimerais qu'on se tienne au sujet, à savoir l'immigration. Moi, j'aimerais beaucoup m'en tenir au sujet, mais la ministre n'arrive même pas à répondre à une question toute simple. Donc, encore une fois, je vous pose la question. Vous avez des non-citoyens qui ont été reconnus coupables d'agression sexuelle, des juges qui se servent d'une faille de criminalité donc importante qui fait partie de votre projet de loi et qui concerne votre ministère. Pensez-vous qu'on devrait remédier à cette faille, changer les choses? Réponse. Les personnes qui commettent des crimes sérieux seront déportées. Oui, mais ça n'a pas été le cas avec ce gars-là. Mais là, je ne sais pas de quelle année vous parlez, dit la ministre. Mais en fait, je crois que je pense que ce que vous essayez de faire, c'est quoi? C'est une approche recyclée. On a entendu parler de cela il y a plusieurs années. D'accord, donc vous êtes pour le viol? Comme je vous l'ai dit, les tribunaux ont déjà dit que les crimes sérieux... Inaudible, les personnes parlent en même temps. Est-ce que vous pourriez juste nous dire que cela... que cela est sérieux, qu'il faut remédier au problème? Je vais m'en occuper. Peut-être qu'on pourrait travailler ensemble sur la question. Là, vous venez de défendre une personne qui a agressé sexuellement une personne. Vous êtes la ministre de l'Immigration. Je viens de vous donner les faits.
J'en ai parlé à la Chambre des communes et vous n'avez rien fait. C'est un problème qui existe au sein de notre système judiciaire. Vous avez la responsabilité de régler ce problème et vous n'avez rien fait. Merci. Passons maintenant à Madame Sodi. 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, attirer des talents, ça fait partie de notre stratégie en matière d'immigration. Et dans le budget 2025, nous avons présenté des investissements pour attirer les talents de partout dans le monde, surtout vers les universités et les institutions de recherche. Quel rôle jouera l'IRCC pour mettre à bien ces initiatives? Et y a-t-il des nouvelles politiques ou nouvelles initiatives pour soutenir justement cette stratégie pour attirer les talents? Réponse. Bon, pour répondre à ce mandat, donc à savoir attirer les meilleurs talents du monde tout en gardant nos taux d'immigration à un niveau stable, IRCC travaille avec d'autres ministères gouvernementaux sur des actions qui feront en sorte que le Canada continue d'attirer des talents avec de hautes compétences. On parle du domaine de la défense, d'ISDE, le département des emplois et familles. Donc, on veut prioriser les cibles, attirer les plus hauts talents ici au Canada, des personnes avec des compétences, de l'expérience dont le marché canadien a besoin. Et on veut bien sûr compléter la main-d'œuvre ici au Canada. Ce que nous faisons également, c'est que nous essayons d'attirer les étudiants au postdoctorat pour faire avancer le portefeuille de l'innovation, surtout dans les secteurs de la santé, parce que nous reconnaissons que c'est important. Nous sommes engagés à traiter les permis d'études, donc des demandes qui viennent de l'extérieur du Canada. Au niveau doctoral, et d'ailleurs, certains sont déjà arrivés au pays en 14 jours. Nous allons aussi faire en sorte que s'ils ont un membre de leur famille qui veut venir au pays, eh bien, ils pourront le faire. Donc, cette personne pourra se rendre au pays avec des membres de leur famille, que ce soit si c'est leurs enfants ou leurs conjoints. Donc, les personnes qui sont aussi enregistrées dans nos institutions en tant qu'étudiants au niveau master et doctorat à partir de 2026 seront exemptés de certificats. Donc, cela viendra augmenter le nombre de talents. Merci. J'aimerais connaître les répercussions en matière d'économie sur les nouveaux plans des niveaux d'immigration. Comment est-ce que votre ministère a songé à l'économie justement lorsqu'il a mis en place ce plan de niveau d'immigration et quelles seront les répercussions pour les Canadiens suite à la mise en œuvre de ce plan? Réponse. En fait, ce plan de niveau d'immigration se concentre vraiment sur ceci. Attirer des personnes, des migrants économiques, que ce soit via le programme d'entrée express, les programmes provinciaux, territoriaux, des programmes que les provinces et territoires choisiront pour répondre à leurs besoins en matière de main-d'œuvre. Donc, les personnes qui seront admises grâce à ces voies-là, que ce soit le programme d'immigration de l'Atlantique, il y a un programme rural aussi, un programme pour les immigrants francophones. Ce sont les provinces qui vont sélectionner les personnes, donc se fonder sur leurs besoins en matière de main-d'œuvre. En 2024, les résidents permanents et non permanents, 23% travaillaient dans le secteur des métiers, 24% dans les services scientifiques, 43% dans le secteur des transports, juste pour vous donner une petite idée. Tout cela pour répondre aux besoins donc, du Canada. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente.
Nous allons avoir notre deuxième série de 5 minutes. Mais avant de commencer, je vais rappeler à tout le monde de poser les questions et réponses, commentaires par la présidence. 5 minutes pour M. Managakis. Merci, Madame la Présidente. Merci aux fonctionnaires d'être là. Je voulais revenir sur la question du crime et comment on traite les criminels ici au pays. Est-ce que les criminels devraient recevoir une peine réduite pour protéger leur statut? Non, je ne pense pas. Ma collègue a parlé de ce cas de 2024, très récent, et c'est un cas où le juge a pris en compte le statut d'immigration dans l'évaluation du cas. Il y a aussi le cas de Sajevan, qui a frappé une femme dans une douche et il a reçu une peine réduite pour pouvoir rester au pays. Et le juge lui a donné moins de 6 mois alors qu'il y avait la peine obligatoire de plus de 6 mois, juste pour que son statut d'immigration ne soit pas touché. Est-ce que c'est l'idée de donner une deuxième chance à ces criminels pour rester au Canada? Non, pas du tout. Les décisions concernant les peines ne sont pas faites par le gouvernement, mais par des tribunaux. Donc, notre gouvernement ne soutient pas cette approche. Oui, mais ce sont des gens que vous avez laissés entrer dans le pays. L'immigration leur a permis d'accéder au pays. Ce ne sont pas des Canadiens, ce sont des gens qui sont ici et dont la décision, le jugement est impacté en raison de leur statut d'immigration. Donc, ça met en lumière la faiblesse concernant les informations qu'on a sur les personnes qu'on permet au pays. Est-ce que la protection des Canadiens est moins importante que l'accès de ces personnes au pays, ces criminels, ces violeurs? La sécurité des Canadiens est la priorité. Question. On a 30 000 personnes qu'on cherche ici au pays et qu'on n'a pas pu trouver. Il a été mentionné que le staff de la CBA est très démoralisé parce qu'ils n'ont pas les outils pour rechercher les informations concernant les personnes qui viennent au pays. Donc, ils prennent leurs informations, leurs empreintes et autres. Il leur est donné 45 jours pour faire un suivi. Alors, est-ce que vous pensez que c'est normal de permettre à ces personnes de venir au pays avant qu'on ait pu évaluer leur statut et leur passé sur le plan criminel? Alors que ces personnes n'ont pas finalisé le formulaire, ils ne les ont pas remplis. Merci. Il m'a été dit que ce n'est pas un système unique. Donc, on avait déjà clarifié ce point. Ce n'est pas une application. Le système One Touch, l'idée, c'est d'avoir une discussion avec ces personnes. Mais on a aussi ce formulaire qui doit être rempli et 45 jours pour y répondre. Mais en fait, on a des personnes qui sont sur le territoire, qui sont des criminels et qui ne devraient pas y être. On a des arriérés. Le budget a demandé des coupes de 15% dans votre ministère. Combien de personnes allez-vous laisser partir? Alors, je vais revenir dessus. Je vous prie de répondre à la question. Il y a plusieurs
éléments. Donc, une personne qui demande l'asile, je vous ai donné des exemples. Ces personnes ne devraient pas être sur le territoire. Je réponds à la question. Je vous ai donné une liste de personnes qui ne devraient pas être sur le territoire, mais ils sont ici au Canada. Madame la Présidente, je veux communiquer avec la ministre. Je veux qu'elle comprenne la question que je pose. Rappel au règlement. Elle n'est pas en mesure de répondre. Monsieur Managakis, rappel au règlement. Madame la Présidente, c'est votre responsabilité de vous assurer qu'il y a de l'ordre. Je ne pense pas que ce soit juste qu'il puisse poser des questions à la ministre et que vous ne puissiez pas intervenir. Est-ce que c'est un rappel au règlement pour vous? Non, ce n'est pas un rappel au règlement. On est arrivé à la fin de votre temps. Réponse. Nous avons soumis C2 et C12 parce que nous devons avoir de meilleurs outils et c'est exactement ce que nous faisons. Et nous espérons que vous allez travailler avec nous pour y arriver. Madame la ministre Diab, vous n'avez plus de temps. Nous avions 5 minutes à présent avec Madame Zaïd. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la ministre. Le Canada a introduit un programme pour soutenir la communauté soudanaise et ils sont venus, un groupe est venu rencontrer des députés ici à Ottawa et ils ont partagé avec moi et beaucoup de députés leurs inquiétudes concernant la réunification avec les familles. Qu'est-ce que votre ministère fait pour que on puisse avoir une procédure transparente afin que ces familles puissent être réunies de manière sécuritaire et rapidement. Merci beaucoup. Je sais que cette question vous préoccupe principalement. Donc, nous sommes horrifiés par ce qui se produit au Soudan. Et depuis le début de la crise en 2023, nous sommes montés au créneau et nous allons continuer de le faire. Nous allons prioriser les demandes de résidents temporaires venant des Soudanais. Et je veux partager brièvement ce qui a été fait depuis 2023. Le gouvernement a répondu rapidement pour mettre en place un soutien sur le terrain pour les citoyens et les résidents permanents qui étaient sur le terrain. Ils ont ramené plus de 500 d'entre eux qui étaient là-bas à l'époque. La IRCC a aussi fait le suivi de demandes de personnes qui étaient déjà dans le lot relativement à la résidence permanente et temporaire. Et grâce à cela, plus de 1000 personnes sont arrivées au Canada, 1700 personnes. Et nous avons aussi prolongé les permis de travail et les permis d'études jusqu'en 2026 pour ces personnes. Et IRCC a aussi permis une voie pour ces personnes qui résidaient au Soudan et au moment du conflit et qui avaient une famille proche ici au Canada. Et on a eu près de 5000 demandes et en novembre 2025, on a 2300 personnes qui ont pu venir dans le cadre de cette voie pour la résidence permanente. On a aussi plus de 4000 réfugiés qui ont pu être installés. L'IRCC continue de prioriser le suivi, le traitement des demandes des Soudanais. Et on va continuer de le faire.
Mes commettants me disent chaque jour qu'ils ont perdu leurs êtres chers à cause du conflit au Soudan et ça nous brise le cœur. Beaucoup ont de l'argent dans des comptes et ils ne peuvent pas y avoir accès parce que ils doivent être éligibles pour cela, mais ils attendent toujours de pouvoir régner avec leurs personnes proches. 1 minute. Je partage vos inquiétudes et j'ai eu beaucoup de sessions d'information avec nos équipes et des experts dans ce domaine et nous continuons de faire le suivi de ces demandes aussi vite que possible. En 2026, il y aura un grand nombre de Soudanais qui pourront avoir accès au pays. Merci. Merci, Madame Zaï. Merci, Ministre Diab. Monsieur Bruno Duceppe, 2 minutes et demie. Madame la ministre, juste parce que selon certaines personnes, c'était pas clair la réponse, peut-être que parce que ma question n'était pas claire. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Est-ce que vous trouvez ça acceptable que le premier ministre Jean Chrétien ait commandé au ministre de l'Immigration de l'époque, Sergio Marchi, d'accélérer les traitements de demande de citoyenneté afin que les gens puissent voter en plus grand nombre pour le camp du non en 1995? Et est-ce que vous trouvez ça acceptable que M. Marchi ait exécuté la commande de M. Chrétien? Alors, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Non, mais je vous peux vous répondre encore une fois. Et vous pouvez me demander la même question si vous voulez. Mais moi, je concentre au présent entièrement. Madame la ministre, c'est super important. Ce n'est pas une question rhétorique. Là. Il y a peut-être un 3e référendum qui s'en vient au Québec. J'ai besoin, moi, de savoir votre degré de principe. Et c'est important pour moi de savoir si vous avez trouvé ça acceptable ou non. Si vous êtes incapable de répondre à cette question-là, vous faites en sorte qu'il reste un doute sur vos principes par rapport à ce qui s'en vient peut-être dans le processus électoral. Je répète ma question. Est-ce que vous trouvez ça acceptable que Jean Chrétien ait commandé à M. Marchi d'accélérer les demandes de citoyenneté afin que plus de gens votent pour le camp du non? Et est-ce que vous trouvez ça acceptable que M. Marchi ait exécuté cette commande-là? Si vous êtes incapable de répondre à cette question-là, à ce moment-là, vous laissez un doute planer. Il n'y a pas de doute entièrement. Je travaille pour qu'assure que notre système d'immigration demeure intègre. Trouvez-vous ça acceptable ou non? Comme je vous dis, je n'étais pas à cette époque. Je ne sais pas. Rappel au règlement, M. Frédéric Catos. Le système d'immigration de le présent et l'avenir. Donc, le sujet... En réponse au point d'ordre, Madame la Présidente, dans ma question, en réponse au point d'ordre, Madame la Présidente, pas sur mon temps. We've stopped the time, so we have 30 seconds left. En réponse au point d'ordre, Madame la Présidente, je parlais de l'avenir dans ma question. No, please continue with your time. Oui ou non? Est-ce que vous trouvez ça acceptable, ce qui s'est passé? Procedurally, do you have a point of order? Vous n'avez pas encore décidé sur ce rappel au règlement. Ce n'en était pas un. On a parlé des pouvoirs pour prolonger les visas. Donc, votre temps continue, M. Bruno Duceppe. Acceptable, oui ou non? Ça va nous donner une idée de ce qui va se passer dans le futur. Je concentre à travailler pour une immigration durable et intègre ici au Canada et pour le Québec, pour toutes les provinces. Vous venez de laisser passer un doute. Vous venez de faire en sorte qu'on va avoir un doute au prochain référendum si on a la chance d'en avoir un, parce que vous êtes incapable de répondre à une question simple de principe, Madame la ministre. Et ça, pour moi, c'est grave. Thank you, M. Brunel Duceppe. Thank you, Minister Diab. Merci, M. Brunel Duceppe. Nous allons finir cette série avec M. Connors pour 5 minutes. Merci. Je suis ravie de pouvoir participer à ce comité aujourd'hui et poser des questions concernant l'immigration et non des personnes ou les anciens
commentaire concernant les aptitudes. Monsieur Connaught, j'ai manqué de prendre la question de Monsieur Davis. Je vous prie de m'excuser. Monsieur Davis, 5 minutes d'abord. Ensuite, nous allons vous passer la parole. Monsieur Davis, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Madame la ministre, vous avez rejeté toutes les modifications qui ont été approuvées, que ce soit concernant la langue ou alors les informations concernant les personnes qui postulent. Pourquoi est-ce que vous avez rejeté cette modification de demander à ce qu'ils puissent parler une de nos deux langues et qu'ils puissent prouver qu'ils ne sont pas des criminels? Réponse. Merci pour cette question. Je suis ravie que vous me donniez une fois de plus l'opportunité de répondre. Je n'ai pas rejeté ces modifications. Ça a été discuté en comité et le comité a pris sa décision. Ensuite, c'est allé à la Chambre des communes et le Sénat également. Et le projet de loi a avancé. Donc, je suis juste une personne dans cette chaîne. Question. Vous êtes au front quand il s'agit d'un tel projet de loi. Donc, si vous vouliez accepter ces modifications, vous aurez pris les devants en chambre et partout ailleurs. Donc, vous avez la responsabilité de ce portefeuille. Et je trouve que votre réponse est confuse. Ça n'a rien à voir avec le Sénat, mais plutôt les recommandations que vous acceptez ou pas. Réponse, si vous parlez de le projet de loi sur les Canadiens déchus. Est-ce que c'est de ça que vous parlez? Oui, ça a une incidence sur la loi sur l'immigration. Et ces personnes, ils peuvent être des criminels et ils peuvent avoir été relâchés par la suite. Mais parce qu'il n'y a pas de lien avec le Canada, on n'est pas en mesure de déterminer cela concernant leur passé. Alors, pourquoi ces recommandations que nous avons faites n'ont pas été acceptées? Réponse, je pense que le comité a eu l'opportunité d'écouter différentes perspectives. C'est allé à la Chambre des communes. Et maintenant, ce projet de loi a avancé déjà. Donc, question, vous êtes d'accord pour que les personnes qui ont peut-être servi une peine puissent obtenir la citoyenneté canadienne par la suite? Réponse, nous avons un système qui est robuste, qui prendra en compte ces aspects. Donc, question. Réponse, nous parlons des personnes qui sont nées après 2009. On parlait aussi des générations futures et jusqu'à perpétuité. Donc, pour ce cas de figure, il s'agira surtout de nouveau-nés. S'ils ont un lien avec le Canada, je pense qu'on a déjà discuté de tout cela par le passé. Et maintenant, nous sommes là pour parler du budget supplémentaire des dépenses. Et nous avons des fonctionnaires ici qui sont prêts à répondre sur ces questions. Alors, revenons sur cela. La RCC a demandé à ce que 17 millions pour la contribution au programme d'aide au logement provisoire. Est-ce que vous pourrez nous expliquer ce que veut dire extraordinaire et est-ce que c'est la même chose que les programmes pour le tourisme, entre autres? Nous allons vous donner l'information, mais je pense que je l'ai déjà mentionné. Il n'y a pas de gens dans les hôtels qui sont logés par le gouvernement du Canada. On a mis fin à cela. On avait beaucoup de demandes d'asile par le passé. Maintenant, nos demandes d'asile ont réduit. J'ai très peu de temps. Alors, vous parlez des provinces et des territoires qui vont travailler aussi avec vous. Comment vous pouvez surveiller et quel est le processus de surveillance qui est mis en place par rapport à l'argent qui est mis à disposition? Il y a des accords et ils sont contraints de fournir des données et des statistiques. Pourquoi? Concernant quoi?
réponse sur la façon dont le financement est utilisé. Question? Si le financement est pour l'assistance au logement, est-ce que vous pourriez définir en fait de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui est extraordinaire à ce moment? C'est des mesures en matière de logement intérimaires, parce qu'il y avait un grand nombre de demandeurs d'asile, mais la bonne nouvelle en 2025, c'est que cela a baissé d'un tiers. Merci, Madame la Ministre. Merci aux députés. Davies, le temps est écoulé. Donc, pour finir, Monsieur Connors, allez-y, 5 minutes. C'est bon, je peux y aller maintenant? D'accord, merci beaucoup. Alors, comme je disais, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler des enjeux de l'immigration. Je me suis rendue à d'autres comités. Je n'ai pas vu de telles mesures de proposer. Apparemment, vous avez... on m'a dit il faut débattre des politiques et non pas de la personne qui les propose. Je pense que les personnes autour de cette table devraient écouter cet adage, peut-être s'en rappeler. Alors, à Terre-Neuve et Labrador, chez moi et dans beaucoup d'autres coins du pays, il y a eu beaucoup de conversations sur le programme des travailleurs étrangers temporaires. On sait que c'est un programme qui joue un rôle important dans beaucoup de secteurs de notre économie, surtout dans les régions rurales, l'industrie de la pêche notamment, de l'agriculture. On a parlé de 3 millions de résidents temporaires et dans ma région, dans beaucoup de parties de ma circonscription, à Terre-Neuve, Labrador aussi, il y a certaines entreprises qui ne pourraient pas en fait mener à bien leurs opérations sans ces travailleurs étrangers temporaires. Donc, que pouvez-vous nous dire sur le nombre de travailleurs qui arrivent au pays grâce à ce programme et les chiffres proposés? Merci, bienvenue. Je sais que vous êtes remplaçant aujourd'hui, donc bienvenue. Beaucoup de députés, et ce ne sont pas que des députés du parti au gouvernement, mais d'autres aussi, beaucoup d'intervenants, de parties prenantes, que ce soit l'industrie, les entreprises, les chambres de commerce. J'ai aussi beaucoup entendu de la part des petites communautés rurales du Canada qui viennent de tous les différents coins du pays et tout le monde a reconnu qu'un rôle est bel et bien joué par ces travailleurs étrangers temporaires. Et le programme, en fait, a été créé pour répondre aux pénuries à court terme de main-d'œuvre lorsqu'il n'y a pas de Canadiens pour faire ce travail et occuper ces postes. Donc, ils sont là pour notre économie, notre avantage économique. Notre rôle serait donc de protéger ces travailleurs, mais aussi nous assurer que nos communautés, surtout des communautés telles que la vôtre, où il n'y a pas de Canadiens ou de personnes nées au Canada qui sont disponibles pour occuper ces emplois. On a reconnu donc tout cela. On a travaillé avec DC, Emploi et Développement Social Canada, qui est l'agence responsable donc pour gérer ces volumes et puis pour s'aligner aussi avec les industries, les communautés. Le rôle que joue IRCC, en fait, c'est que nous traitons les demandes. Il y a des seuils d'établis au sein du programme de travailleurs étrangers temporaires, des plafonds, pardon. Il y a aussi des exemptions pour les travailleurs de transformation alimentaire et la transformation des pêches. Et en Nouvelle-Écosse, moi je m'en souviens lorsque j'étais ministre provinciale, je me suis déplacée partout dans la province de Nouvelle-Écosse. J'ai parlé aux transformateurs des pêches, je me suis rendue dans les usines et ils m'ont dit qu'ils avaient absolument besoin de ces travailleurs. Les communautés comptent sur ces travailleurs. Et ce gouvernement et moi-même, en tant que ministre, le comprenons. C'est pour cela que je continue à travailler avec les territoires, les provinces, les municipalités aussi, beaucoup d'intervenants aussi pour nous assurer de pouvoir soutenir ces communautés.
Je parle des plus grosses villes, mais aussi des plus petites communautés. Je comprends ce que la collaboration veut dire, comment on peut travailler ensemble et faire en sorte que notre population canadienne connaîtra beaucoup de succès et que l'on s'occupera bien de ces travailleurs. Et je vais vous dire une chose, j'ai appris, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, beaucoup de communautés, en fait, bâtissent des logements pour eux. Ils s'en occupent comme si c'était des membres de leur communauté. Et lorsqu'il y a un problème, eh bien, ESDC a son programme en place. Il y a des officiers qui sont là pour mener à bien ce programme. Merci, Madame Diab. Merci, Monsieur Connors. On va passer à notre 4e tour de questions. Madame Rempel-Garner, 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bon, alors vous demandez au Parlement de donner à votre ministère à peu près 600 millions de dollars supplémentaires pour le programme fédéral de santé intérimaire. C'est là où il y a beaucoup de soutien, tels que des prestations de santé, dentaire, etc. Même pour des personnes qui n'ont pas répondu aux critères d'admissibilité, donc aux demandeurs d'asile. Est-ce que vous pensez que c'est juste pour un contribuable qui a payé ses impôts toute sa vie? Est-ce que c'est juste que quelqu'un reçoive moins d'aide qu'un demandeur d'asile? Pourquoi est-ce que je devrais vous accorder ces 600 millions de dollars alors qu'on a des Canadiens qui n'arrivent même pas à avoir accès à des soins de santé de base? Comment est-ce que c'est logique? Réponse. Merci. Bon, 2-3 choses. Si vous étudiez le budget, on a proposé un copaiement justement pour répondre à cette question. Combien? Le montant auquel vous faites référence aussi comprend le programme fédéral de santé intérimaire, à savoir donc les chiffres étaient élevés il y a quelques années. Oui, parce que vous avez mot dièse, bienvenue au Canada, des milliers de personnes. Souhaitez la bienvenue au Canada à des milliers de personnes. Donc, en fait, je vous demande, est-ce que c'est juste, vous demandez aux contribuables de contribuer 600 millions de dollars pour payer pour des prestations dentaires, santé, pour des personnes qui arrivent au pays alors qu'eux-mêmes n'ont pas accès à ces services de base? Réponse, bon, écoutez, cet argent, là, ces personnes sont là parce ils ont été aux prises avec le trafic humain. D'accord, ça, on peut le donner à ces personnes-là, mais pourquoi le donner à des personnes qui ont fait des demandes frauduleuses? Bon, écoutez, c'est intérimaire, donc ce sont des soutiens temporaires. Oui, mais des personnes qui n'ont pas répondu aux critères d'admissibilité, de demande d'asile, ont quand même accès à ces services. C'est nul. Écoutez, on fait tout ce qui est de notre possible justement pour limiter ces cas-là. Mais moi, je trouve ça complètement fou que vous proposez des services de santé à des personnes qui ont fait des demandes frauduleuses. Pourquoi ne pas supprimer cela? Pourquoi ne pas dire c'est complètement fou, il ne faut pas continuer à faire cela? Si vous étudiez le document là, que vous avez sous les yeux, vous me demandez de vous donner plus d'un demi-milliard de dollars pour des prestations de santé pour des personnes qui n'ont pas de raison légale d'être au pays, que vous ne pouvez même pas déporter. Donc, s'il vous plaît, vendez-moi la chose. On va faire comme dans Shark Tank. Ce sont des mesures d'urgence, des mesures de logement pour un logement d'urgence pour des personnes qui arrivent de pays en guerre, traiter des personnes qui sont malades. Question. Écoutez, on a essayé d'adopter des mesures. Si par exemple quelqu'un échoue, il a une demande d'asile parce que sa demande était frauduleuse, eh bien on devrait l'expulser. Mais c'est ce que l'on fait. On met en place des mesures pour accélérer cette expulsion. Oui, mais vous leur donnez des prestations. Et pourquoi vous leur permettez aussi de faire appel? C'est complètement fou. Réponse. Les mesures vont venir remédier à ces problèmes, dit la ministre. OK, pourquoi est-ce que vous donnez encore des permis TET aux restaurants et aux restaurants de restauration rapide? C'est fou.
Réponse. Bon, ESDC étudie la question, voit où il y a des besoins en matière de main-d'œuvre. Mais est-ce que vous l'avez dit à Paris? Moi, ça me met mal à l'aise de donner ces permis-là. Je ne vais pas donner à Tim Hortons des permis de travail. On devrait modifier le programme. Est-ce que vous l'avez dit à votre collègue? Réponse. Chaque travailleur qui reçoit ce permis passe par un processus complexe. Et c'est quoi? C'est 1% de notre cible. Question. C'est un espace où il y a beaucoup de fraude et moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on devrait leur donner ces permis de travail. Est-ce que vous avez essayé de modifier les choses et dire peut-être faudrait peut-être miser sur les jeunes Canadiens au lieu de miser autre part? Réponse de la ministre, nous misons toujours sur les jeunes Canadiens. Merci. Merci, chers collègues. Je vous demande à nouveau, s'il vous plaît, de diriger vos questions à la présidence. Merci. 5 minutes maintenant pour Madame Zaïd. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais poser une question à la ministre par votre entremise, Madame la Présidente. Parler des programmes d'aidants, surtout pour les aidants qui n'ont pas de statut. Ce sont des personnes qui sont arrivées au pays de manière légale pour s'occuper de leur famille et de leurs proches. Ils contribuent à notre économie, à notre pays, ils payent des impôts. Et ce n'est pas leur faute, mais à cause de problèmes liés à leur employeur ou les changements de programme, eh bien, ils n'ont plus de statut. La communauté des aidants a demandé une amnistie pour ces personnes-là. L'ancien gouvernement a donné une amnistie justement au travers de la construction. Est-ce que vous allez vous engager à aider ces proches aidants qui n'ont pas de statut à l'heure actuelle? Réponse. Merci pour votre question. C'est vrai qu'au cours de ma vie, j'ai vu beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie des services de soins, des proches aidants, et on apprécie leurs services en tant qu'individus qui vivent au sein de nos communautés, mais le gouvernement apprécie leurs services également. Ils sont essentiels, je dirais, à notre économie, mais aussi à la survie de beaucoup de citoyens canadiens. Donc, nous allons continuer à travailler avec eux et elles pour voir ce que l'on peut faire pour les aider. Je ne peux rien vous promettre aujourd'hui, mais je vous promets de vous revenir, de voir, d'étudier la question. Je sais qu'on a un plan de niveau d'immigration. Il y a des niveaux qui ont été établis. Et dans ces niveaux, eh bien, on choisit différentes personnes de différentes catégories. Bon, ces dernières années, à partir de 2019, eh bien, nous avons lancé différents programmes pour les proches aidants, mais ça a été des programmes temporaires. Donc, que diriez-vous d'un programme plus permanent pour les aidants, pour que les personnes qui viennent ici pour s'occuper de leurs proches, parce que si vous avez un bon proche aidant, ça veut dire que certaines mères, par exemple, peuvent aller travailler. S'il y a des personnes qui s'occupent des personnes aînées au sein du foyer, eh bien, d'autres peuvent quitter le foyer, aller travailler. Je pense qu'il faudrait leur donner un peu plus de stabilité. Donc, qu'en dites-vous d'un programme plus permanent pour ces aidants? Eh bien, le ministère, en 2025, a établi un projet pilote. J'imagine que vous en avez entendu parler. Donc, le programme pilote des travailleurs, enfin des aidants. Bon, ça, c'était en 2025. Il y aura une évaluation de fait, donc, plus tard. Mais cette dernière décennie, plus de 114 800 travailleurs à domicile ont été admis en tant que résidents permanents grâce au programme pour les aidants que vous avez mentionné. Il me reste combien de temps? 1 minute et demie. Cher ministre, j'aimerais parler aussi du programme
pour la voix donc le programme de Hong Kong. J'ai beaucoup de commettants qui s'inquiètent face au délai des demandes qui sont faites des ressortissants de Hong Kong. Certains sont arrivés au pays grâce à ce programme. Ils veulent s'enraciner, bâtir un avenir, mais ils sont laissés sans réponse. Certains se tournent même vers d'autres pays, bon, au Royaume-Uni notamment. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que votre ministère fait justement pour s'atteler à ces délais? Madame Saïd, j'aimerais vraiment vous remercier cet après-midi parce qu'en fait, vous mettez en lumière énormément d'enjeux qui inquiètent les Canadiens et les personnes qui vivent au Canada. Et il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'enjeux. La question de Hong Kong en fait partie. Le Canada continue à soutenir les Hongkongais et Hongkongaises. Nous continuons à soutenir leur liberté, leurs droits. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre. Une voie d'établie pour accueillir les résidents de Hong Kong ici, donc qui avaient une expérience post-secondaire ou une expérience professionnelle. Donc, ils peuvent rester au pays en attendant que leur demande soit traitée. Il y a deux voix. Merci, Madame la Ministre. Je m'excuse, je dois vous couper la parole. Monsieur Brunel-Duceppe. Madame la Présidente, à travers vous, Madame la Présidente, Madame la Ministre, on est d'accord que les demandeurs d'asile, c'est de juridiction uniquement fédérale. On s'entend là-dessus? Oui. Oui. Pourquoi oui? J'ai un expert avec moi qui travaille là, il ne faut pas être un expert. Domaine, les demandeurs d'asile, ça concerne les ententes internationales. Ça, c'est l'entente internationale. Exactement, c'est vrai. Oui. Mon Dieu, si on n'est pas capable de répondre ça de façon claire, je veux dire, c'est dans les cours de secondaire 4 de citoyenneté. Les demandeurs d'asile, c'est de juridiction seulement fédérale et pourtant, ce sont les provinces présentement qui font les frais des coûts d'accueil et c'est tout à fait normal. C'est l'éducation, la santé, etc., etc. Les provinces, le Québec en particulier, vous demande un remboursement des frais qui sont encourus. C'est tout à fait normal puisque c'est à cause des délais de traitement du fédéral qui sont astronomiques que les provinces et le Québec doivent subvenir aux besoins des demandeurs d'asile. Et quand le Québec vous demande l'argent pour les coûts, pour se faire rembourser, vous leur dites que vous donnez déjà assez d'argent. Êtes-vous en train de nous dire que le gouvernement du Québec exagère dans ses demandes? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le gouvernement du Québec vous demande plus d'argent que lui en coûte l'accueil des demandeurs d'asile? Je peux vous donner les détails exactement que le Canada a donné au Québec pour les demandes d'asile, si vous voulez. Alors, pour le Canada, le Québec a reçu 1,1 milliard de dollars en raison des pressions exercées par l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Sur combien de temps? Jusqu'à 31 octobre 2025 et... Mais non, mais c'est quoi la période de temps? La période. Est-ce que vous pouvez m'aider? Moi, je peux vous dire que j'ai donné 10 milliards sur 50 ans. Depuis 2017. Depuis 2017. Donc, OK. Et là, le Québec vous demande, juste cette année, en 2024, là, ça a coûté 461 millions de dollars au système d'éducation, juste pour le ministère de l'Éducation. En 2024, 2025, c'est 461 millions de dollars juste pour le système d'éducation. Et là, je ne vous ai pas parlé de l'aide sociale, l'aide d'urgence. Là, il va falloir comprendre que quand le gouvernement du Québec vous demande un remboursement, ce n'est pas parce qu'il essaye de vous arnaquer, c'est parce que ça y a vraiment coûté cet argent-là. C'est possible d'y redonner? Monsieur Brunel-Duceppe, that's time. Thank you, Minister. Thank you, Monsieur Brunel-Duceppe. Next, we have... Merci, votre temps est écoulé. Nous allons maintenant passer à Monsieur Manegarkis. Merci, Madame la Présidente. Merci. Madame la Ministre, je veux revenir sur notre échange. Je n'ai pas eu une réponse de votre part. Comment vous allez réussir à avoir les 15% de coupe dans votre ministère? Est-ce qu'il y a des personnes que vous allez renvoyer ou pas?
Il y a un silence, mais 5 minutes vont passer très rapidement. Réponse. En début de 2025, l'IRCC a déjà recalibré un grand nombre de son personnel et ça a été fait parce que les niveaux étaient censés être 500 000 pour les résidents permanents. Donc, il y avait près de 22 000 postes qui étaient déjà exclus. Madame la ministre, le budget, dans sa première page, dit que vous allez essayer d'avoir des coupes de 15% au sein du ministère. Vous devez y arriver, mais on n'a pas l'impression que les services sont fournis aux personnes qui les attentes. On a parlé ici de la voie d'accès à la résidence permanente pour les ressortissants de Hong Kong. Justement, sur ce sujet, il y a des gens qui ont signé un accord avec le gouvernement fédéral. On leur a dit que s'ils faisaient ceci, ils obtiendraient donc la résidence permanente. Où en est-on? Donc, est-ce que les services vont aussi être coupés alors qu'il y a des arriérés? Quel est le niveau des non-résidents au regard de la population entière? Réponse. Il y a beaucoup de facteurs concernant le budget que nous prenons en compte. Il n'y aura pas de coupe pour les travailleurs de première ligne. Question. Quel est le taux des résidents non permanents par comparaison à la population? 7,6%. Le rapport de Statistique Canada, est-ce que vous connaissez les chiffres qu'ils ont énoncés? Nous avons pour le troisième trimestre 2,6, 7,26. En 2022, il s'agissait de 2,5%. Et maintenant, il s'agit de 7,1%. Donc, c'est un grand nombre de personnes qui ont quitté. Nous voulons que les libéraux mettent fin à certains programmes, mais vous ne le faites pas. Et donc, nous pensons que votre ministère est un ministère qui a des personnels qui travaillent pour Tim Hortons. Nous avons des enfants au Canada qui n'arrivent pas à trouver, des jeunes qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Et on est autour de près de 20%. Ils n'en trouvent pas du travail. On a des travailleurs temporaires, des étudiants étrangers qui prennent leurs emplois. De janvier à septembre 2025, on a plus de 150 000 étudiants étrangers qui sont arrivés et on a au moins 158 000 travailleurs en moins que l'année dernière. Donc, on a une réduction des chiffres. Donc, on contrôle notre immigration et aussi la résidence non permanente. Est-ce que les arriérés ont diminué? Madame la ministre, si vous étiez... Rappel au règlement. Madame la ministre, Monsieur Managakis, je vous prie de ne pas parler au-dessus des uns des autres. Nos interprètes ne peuvent pas faire le suivi et interpréter. Vous avez 50 secondes, Monsieur Managakis. Est-ce que vous avez un commentaire ou pas? Oui, j'en ai un. Si vous étiez dans cette pièce il y a samedi dernier avec une centaine de personnes, 95
18% d'entre eux sont frustrés. Ils ont fait tout ce qu'il fallait, mais ils ne sont pas servis comme il faut. Ils n'ont pas une voix pour pouvoir continuer leur vie ici au Canada. Merci, Monsieur Managakis. Merci, Madame la Ministre. Madame Saoudi. Madame la Présidente, merci. Et par votre entremise, je voudrais demander à la ministre la population des non-résidents, qu'en est-il? Il est prévu que ce soit moins de 5% au-delà de 2027. Est-ce que vous pourrez nous donner quels sont les progrès qui ont été faits par IRCC dans ce secteur et qu'est-ce qui va être fait davantage dans les prochaines années, au cours des prochaines années? Merci beaucoup pour cette question. Nous travaillons fort depuis l'élection pour revoir les niveaux d'immigration. De manière générale, la cible pour les nouveaux résidents temporaires a été diminuée pour aller à 395 000 alors qu'on avait 673 000 par le passé. Notre cible pour 2026 pour les travailleurs est de 170 000 et de 60% pour les travailleurs temporaires. On aura 60 000 personnes qui vont être là pour le programme de travailleurs temporaires pour 2026. Nous avons aussi réduit les arrivées des étudiants de 305 000 à 155 000 et on aura 150 000 sur les 2 prochaines années. Donc, l'équilibre concernant les travailleurs et les étudiants met en lumière le besoin de soutenir le marché alors qu'on attire en même temps les meilleurs talents. On a parlé aussi des diplômés qu'on veut faire venir au Canada pour construire notre économie. Et avec les plans de niveau d'immigration que nous avons, nous allons les voir réduire en 2025 et les étudiants étrangers, tout comme les travailleurs étrangers, les chiffres réduisent. Nous travaillons avec les talents et nous nous assurons que les personnes dans le domaine, dans la santé et d'autres industries qui sont déjà au Canada puissent continuer de travailler. Et nous travaillons à attirer l'immigration francophone. Je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais c'est un pilier important pour ce gouvernement. J'y ai travaillé depuis 10 ans dans le domaine de l'immigration, attirer les personnes qui parlent la langue française pour que la langue française continue d'être parlée de plus en plus au Canada parce que nous sommes en faveur de la dualité langagière au Canada. Merci. Vous avez mentionné le financement pour l'immigration francophone en dehors du Canada. Vous avez parlé d'accords. Expliquez-nous quel est l'impact que l'IRCC espère avoir. Merci pour la question. Nous travaillons sur ce sujet depuis de nombreuses années. Le gouvernement y travaille. Et quand j'ai commencé en politique, le Canada avait des difficultés et juste 2% de la population était... On pouvait attirer juste 2% de la population qui parlait français. Nous avons réfléchi sur ce qui pouvait être fait pour augmenter. On voulait aller à 4%, mais l'année dernière, on avait dépassé 6%. Cette année, notre cible a été atteinte et l'année prochaine, ce sera de 9%.
Et nous sommes très fiers du travail que les députés ont fait pour arriver à cette question. J'ai fait une annonce encore la semaine dernière concernant les cibles autour de l'immigration francophone. Nous voulons nous assurer que nous prenons toujours en compte l'aspect de l'immigration francophone dans nos programmes économiques. Merci, Madame la ministre. Nous avons juste quelques minutes qui nous restent. Donc, pour 3 minutes, Monsieur Davis et Monsieur Connors, 3 minutes également. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question de la part de mon collègue, Monsieur Radekov. Est-ce que vous pourrez nous donner un rapport concernant les demandes d'asile ici au Canada? Vous pouvez juste nous soumettre l'information. Je vais voir si l'information est disponible. Madame la Présidente, l'IRCC veut des fonds additionnels. Pour le programme de réinstallation, c'est pas beaucoup de financement qui est demandé. Il y aura un paiement qui se fera de manière unique. De quoi s'agit-il? Est-ce que ça n'inclut pas aussi les paiements mensuels qui vont être faits après? Nous pouvons vous revenir avec le montant actuel pour le paiement unique, mais en général, nous payons, on leur donne en général 12 mois de soutien au cours de leur première année au Canada. Donc, il a été dit que de manière exceptionnelle, ça peut être prolongé à 24 mois. Qu'est-ce qui est considéré comme exceptionnel? Ce sont les réfugiés qui ont des besoins élevés pour leur installation et ils ont besoin de soutien additionnel. Les réfugiés, vous pensez qu'ils auront plus d'avantages que les personnes qui ont contribué à la pension toute leur vie? Le programme d'aide à la réinstallation est en accord avec les taux d'assistance à l'échelle provinciale. Donc, en plus du paiement unique, ça veut dire qu'ils auront plus que ce que les Canadiens obtiennent dans le cadre de la pension. Est-ce que vous pourriez avoir cette information et me la fournir? Merci. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, Madame la Présidente. Il me reste 30 secondes. Madame la ministre, est-ce que votre ministère a fait une analyse de l'impact et des modèles alternatifs pour l'afflux des réfugiés? Réponse, les Canadiens font venir ces réfugiés. Donc, nous connaissons les chiffres. Nous ne pourrons pas avoir un afflux parce que nous connaissons ces chiffres bien à l'avance. Merci, Monsieur Davis. Merci, Madame la Ministre. Les dernières 3 minutes pour Monsieur Connors. Votre temps débute maintenant. Je veux revenir sur la question concernant le fonctionnement, le programme de santé intérimaire qui est donné en général pour ces immigrants qui ont fait des demandes frauduleuses. Vous n'avez peut-être pas les chiffres, mais est-ce que votre ministère pourrait nous donner les montants qui sont donnés aux autres types et catégories qui ont été mentionnés, qui n'ont pas eu la résidence? Je présume que beaucoup de financements sont reçus par les personnes qui ont eu des demandes frauduleuses. Je vais parler du programme fédéral de santé intérimaire et
les chiffres sont élevés parce que les demandes d'asile en termes de volume sont élevées. Et la bonne nouvelle pour 2025 est que il y a 133% moins élevés qu'à la même période l'année dernière. Donc, le pourcentage décroît. C'est une très bonne nouvelle. Nous avons annoncé dans le budget 2025 que l'IRSC va introduire un copaiement modeste, y compris pour les prescriptions et les soins dentaires pour les bénéficiaires qui ont droit à ce programme. Et donc, nous espérons qu'on va pouvoir voter cet aspect de choses et ça va être aligné à ce que les autres reçoivent comme soutien. Pour 2024 et 2025, il y a 6% des demandes d'asile qui vont être prises en... il y a 6% de demandes qui n'ont pas abouti. Combien de temps me reste-t-il? 45 secondes. Vous avez... ce sont des demandes qui n'ont pas abouti, mais c'est aussi peut-être parce que elles ont été abandonnées. Ça, c'est pour 2024-2025. Est-ce que le gouvernement a fait des changements à la suite de l'audit interne qui a été fait? C'est pour ça que nous avons introduit le copaiement dans le budget à la suite de cet audit. Je vais finir avec la mention qui a été faite de Chartin. Et je ne pense pas que dans cette émission, les gens manquent de respect comme ça a été le cas ici aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est la fin de nos témoignages aujourd'hui. Merci, Madame la ministre Diab, d'être venue et merci à votre équipe pour avoir répondu aux questions. Pour le comité, j'ai une question. Est-ce que le comité souhaite voter sur le budget supplémentaire des dépenses B 2025-2026 maintenant? Oui. Donc, il y a 2 crédits dans le budget supplémentaire des dépenses B 2025-2026. Tous les crédits sont sous la rubrique ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. Le crédit 1B est-il adopté? Le crédit début est-il adopté? Oui. Dois-je faire rapport des crédits du budget supplémentaire à la Chambre? Nous sommes à la fin de notre réunion. Je vais lever la...